OK. Euh, OK, salut tout le monde. Un peu pour continuer, on a choisi de faire ce podcast sur le racisme en raison des derniers événements qui sont passés euh, à une échelle mondiale. Depuis la mort de George Floyd, on a vu que un peu à travers le monde, tout le monde a eu comme une ouverture d'esprit, puis a réalisé qu'il fallait commencer à parler et ça a déclenché beaucoup de choses. Euh, La première vague, si on pourrait dire, ça serait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont commencé à partager toutes les inégalités qui se font envers la communauté noire à travers le monde. Euh, les personnes ont commencé à dénoncer leur secteur dans leur pays, tout ce qui est fait de raciste. Et de cette vague, on est passé un peu la vague de tout ce qui est plus euh, permettre aux personnes de découvrir à l'aide mouvements, des mouvements. des mouvements. Plus à l'aide de mouvements, par exemple, euh, on a recommencé à revoir apparaître plus souvent le Black Lives Matter. On a parti le mouvement Blackout qui va être parlé dans le Blackout Tuesday qui va être parlé dans notre podcast. Et plusieurs villes à travers le monde ont commencé à faire des marches pour protester pour tout ce qui est racisme, inégalité dans leur pays. On en a eu à Paris, on en a eu une à Montréal. Euh, Ils en ont fait plusieurs aux États-Unis. Il y a eu celui à Minnesota. Euh, et il y en aura un vendredi, le 5 juin, ici à Ottawa. Puis nous, on s'est dit que c'est le moment maintenant de vous parler puis de vous expliquer un peu c'est quoi la situation, puis de comprendre c'est quoi le racisme, en gros, pour que vous ayez une meilleure compréhension, puis que vous puissiez arrêter ou vous éduquer sur le sujet pour pouvoir arrêter de, sans vous en rendre compte, faire des actions qui peuvent causer des inégalités dans notre société. So, Ou simplement donner des outils pour vous aider à éduquer les personnes autour de vous aussi parce que ça peut peut-être pas vous toucher directement, mais ça peut toucher votre entourage. Donc, ça va vous donner des outils pour pouvoir vous aider à aider les personnes autour de vous. Ou tout simplement juste partir de la discussion. Ouais. Parce que je pense que la situation présente, ce qui est un peu révolutionnaire dans tout ça, c'est un peu la perception qu'on a du racisme et de comment tout le monde, dans le fond, peut agir à le contrer. T'sais, on voit, puis de la façon qu'on en parle dans les médias sociaux, partout, c'est qu'on parle plus du racisme en tant qu'individu, mais on parle du racisme en tant que société. C'est plus simplement de pointer quelqu'un et dire genre, je sais pas, mettons, Donald Trump est raciste pour X et X raisons. C'est le système fait en sorte que les gens racisés sont opprimés. Fait que les gens racisés sont désavantagés par rapport aux personnes qui sont blanches, qui sont en position de pouvoir. Je pense que moi, c'est le point de vue révolutionnaire que je vois contrairement aux autres mouvements. Puis là, je sais pas si on a parlé tantôt du COVID avec Brennan, je sais pas si c'est le fait que le monde a été enfermé pendant 2 mois et qu'un événement de même est arrivé, que tout le monde a mis son cœur pour que les choses changent, mais c'est ça. On va en parler, puis il nous donnerait un peu de rétroaction par rapport aux médias sociaux aussi. Puis aussi, on a la prise de conscience du mouvement du privilège blanc. C'est qu'on n'en parlait pas autant souvent hors des campus universitaires. On parlait souvent, genre, dans les universités, c'est très commun qu'en sociologie, on parle toujours du privilège blanc. Mais je crois qu'en ce moment, avec tous les médias de masse, là, la diffusion des privilèges blancs, prendre conscience de c'est quoi un privilège, cette notion-là n'était pas aussi populaire et aussi pris en conscience par les autres. Donc ça aussi, je trouvais que c'est intéressant. Ouais. sinon,
j'aimerais qu'on fasse un tour de table, juste un peu pour voir, depuis le début de la situation, comment tu t'es ressenti, puis genre, comment ça t'a affecté. Est-ce que dès que c'est arrivé, tu as été surpris ou genre, t'étais pas surpris? Comment tu t'es ressenti? Qu'est-ce que tu as fait? Juste nous expliquer un peu votre façon de penser face face à la situation là. Puis je commencerai avec Abeza. Puis on ira à Abeza, Simon, puis Javier, puis je vais donner mon opinion à la fin. OK. Moi, tout d'abord, quand j'ai vu ce qui était arrivé à George Floyd, dans ma tête, ça n'allait pas autant déchaîner. Donc, l'impact qu'il y a eu par la suite, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je voyais que l'acte qui a été commis, c'est un acte inhumain et tout. Mais pourquoi je ne pensais pas que ça allait autant déchaîner? C'est parce que c'est un acte qui a déjà été fait auparavant. Puis, ce n'est pas la première fois qu'on voyait ça. Donc, moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est comme les autres fois. Mais j'étais vraiment surpris, agréablement surpris, de voir comment les gens ont commencé à pointer du doigt, commencer à montrer ces inégalités-là, ont commencé à montrer qu'est-ce que les gens vivent, euh, les gens racisés vivent. Puis c'est ça, donc pour moi, j'étais surpris, mais je suis content que ça soit arrivé parce que c'est vraiment important qu'on commence à démontrer qu'est-ce qui se passe. Puis c'est important aussi de renseigner les gens parce que je pense que ce qui se passe, ça se passe vraiment beaucoup aux États-Unis, mais ça se passe partout dans le monde aussi. Puis je pense que les gens qui se retrouvent comme au Canada, par exemple, il y en a beaucoup qui se disent qu'il n'y a pas de racisme au Canada parce que tout ce qu'ils voient, c'est aux États-Unis. Tout ce qu'ils entendent, c'est des choses des États-Unis. Donc, je pense que le fait de voir des mouvements comme ça partout dans le monde, moi, ça me donne un espoir qu'on se dirige vers un changement parce que les gens sont renseignés. Puis c'est pas mal ça. OK. Simon? Moi, un peu comme Abeza a dit, comme le mardi passé, quand c'est arrivé, j'ai été mis au courant par les médias sociaux. Puis, c'est plate à dire, mais j'étais un peu comme dans la même optique qu'Abeza. Autant que ça m'a frappé comme geste, puis qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé de cette situation-là, je m'attendais pas que ça prenne une telle ampleur dans le sens que c'est les États-Unis, puis comme ça arrive plusieurs fois par année, c'est triste, mais qu'il y ait un meurtre d'une personne en position d'autorité. Là, je dis un meurtre, c'est même pas, je veux pas qu'on soit à cheval sur les accusations et tout, là, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé suite à une intervention policière, qu'il y ait une personne racisée. Fait que, oui, je l'ai vu le mardi, puis après ça, mercredi, jeudi passe. Puis je vois que ça prend un petit peu d'ampleur dans les médias sociaux, mais je n'avais pas plus suivi. Mais vendredi, je me suis vraiment assis. Puis comme c'était genre le téléjournal le soir, puis je regardais les nouvelles, puis je voyais à quel point ça avait pris de l'envergure, puis c'est dans plusieurs villes des États-Unis, puis que ça avait cassé, puis il avait brûlé le poste de police. Fait que là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, puis le monde sont tannés pour de vrai de ces oppressions-là. Puis déjà, assez tôt, le monde était comme, oui, il y a un meurtre, puis c'est ça qui nous a frustrés, mais ça a été un peu le point de départ pour que tout explose. C'est comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça. Fait qu'après ça, on regarde, puis le dimanche, ben moi, ça a animé mes discussions tout au long de la fin de semaine avec mon cercle d'amis, puis c'était rendu un peu... on était plus ouvert sur les discussions. Puis le dimanche, c'est arrivé à Montréal. Puis ça a quand même brassé, même si c'était pacifique. Puis là, toute l'ouverture s'est faite sur le monde. Fait que je me suis senti... tu sais, je regardais les images. Honnêtement, le lundi soir, j'ai eu vraiment peur quand j'ai vu que Donald Trump avait annoncé qu'il était pour envoyer les forces d'armée avec des messages comme « faut maîtriser ». C'est des choses qui sont impeurantes. Moi, je m'attendais à voir quasiment une guerre civile. Le mardi matin, quand je suis arrivé, j'ai ouvert mon ordinateur, je suis allé faire mes recherches. J'ai vu plus d'images puis de vidéos de personnes qui manifestaient qui
finissait par parler puis donner une accolade aux gens de l'armée. Fait que ça m'a amené des émotions vraiment inattendues, comme j'étais rendu émotif, là, j'avais le moton, puis je trouvais ça beau à quel point que même si c'était le pire des cons qui est là, puis qui veut répondre par la violence, ben ses gestes, le monde, ils ont fini par répondre par des gestes qui sont plus pacifiques. Fait que c'est pas parce qu'il y a une personne qui est un peu prend des décisions un peu débiles en haut que le monde, ils prennent pas leur fierté, puis ils font comme, OK, mais c'est pas parce que quelqu'un est cave que moi, je vais répondre par la force. Puis on dirait que depuis qu'il a annoncé que l'armée était pour être là, il y a eu plein de messages de paix, puis les manifestations, ils se font beaucoup plus pacifiquement. Fait que moi, comment je me sens, je suis heureux par rapport à ça. Puis je suis surpris aussi de voir que les humains, ils répondent pas juste par la violence à un moment donné, puis malgré que ça part d'un geste de violence qui est dégueulasse, ben, la réplique se fait beaucoup plus pacifiquement. Puis je fais juste espérer que ça se dirige vers un changement, mais en tout cas, je suis content de voir que le monde, ils ont décidé d'être plus intelligents que leurs dirigeants. C'est ça pour moi. Bonne chose. J'adore. Alors? Moi aussi, une fois de plus, mardi, quand j'ai vu les vidéos qui sont apparues sur mon feed Twitter, je me suis tout de suite dit comme, wow, c'est comme, ça n'a pas été censuré, puisque c'est vraiment comme du début à la fin. Donc au début, je me suis dit, wow, il n'y a pas de censure encore. Ça va être censuré, c'est clair. Puis là, après, je me suis dit, oh, il va, comme, je l'ai vu, puis après, j'ai vu les manifs sont venus tout de suite après, les mardis. Donc là, je me suis dit, OK, il y a une manif, mais est-ce que ça va tenir? Moi, c'est juste, je me demandais tout de suite, est-ce que le mouvement va tenir? Parce que souvent, après chaque assassinat de quelqu'un par une brutalité policière, il y a toujours une manif. Il y a toujours des émeutes, il y a toujours des brisages de vitres, des incendies, des voitures qui sont tournées. Mais ça finit toujours à court terme. Donc, la journée après, c'est comme si rien n'était. Donc là, je me demandais si ça allait finir. Puis là, plus la semaine avançait, plus je voyais qu'il y avait encore, non, ça devenait un symbole. Les I can't breathe devenaient un symbole, les je ne peux pas respirer devenaient un symbole. Puis là, j'étais content puisque j'étais comme moi, j'aime ça les mouvements sociaux. Donc là, je voyais ça comme la goutte qui a fait reborder le seau aussi un peu. Puis je voyais que les personnalités publiques y en parlaient. Donc ça mettait une symbolique derrière ça, puis j'utilisais le symbole pour dénoncer cet événement-là. Mais là, après, ça fait tout de suite réfléchir les gens. Pourquoi cet événement-là est arrivé? Puis ça, j'ai vraiment aimé qu'il y a eu tout de suite des mouvements pour éduquer pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi, cette fois-ci, ça a déclenché autant. Puis lorsque j'ai vu aussi, quand Donald Trump a envoyé l'armée, je me suis dit, wow, comme, est-ce que c'est une dictature? Donc, tout de suite, mon premier réflexe, c'était une dictature en Occident. Donc là, je trouvais ça vraiment contradictoire, puisque surtout que la symbolique de l'armée américaine est vraiment, on est là pour les peuples, pas contre les peuples, même s'ils ils les envoient faire des choses pas toujours éthiques, ça a toujours été au nom du peuple. Mais là, que les communautés qui étaient majoritairement noires dans les manifestations reçoivent l'armée, c'était un symbole de que l'armée est là pour protéger quel peuple. Donc là, c'était vraiment beaucoup de contradictions, puisque dans l'armée, il y a beaucoup de communautés noires aussi, beaucoup de latinos, beaucoup d'arabes dans l'armée. Donc là, je me demandais aussi un petit peu comme Simon, comment ça va être la dynamique? Puis là, ça a été positif, la dynamique, donc j'étais vraiment content. Puis là, Obama, il a fait des messages, puis en incitant la paix, mettant la paix, puis des symboliques comme un leader. Il se remettait comme un leader noir qui veut faire en sorte de savoir qu'une voie politique va être là. Puis souvent, quand il y a une voie politique, les mouvements deviennent légitimes, puis on s'est dit, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de la violence, puisque les politiques, les dirigeants sont en train de travailler. Donc là, je trouvais ça vraiment beau de voir que les leaders noirs et puis les leaders immigrants, puis les leaders blancs même à ça, ils se positionnent là-dessus. Puis c'est positionner, c'est ouvrir le débat. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Puis là, quand c'est arrivé à Montréal, j'étais vraiment excité parce qu'ici, au Québec, souvent, ce ne sont pas que les Noirs, mais aussi les minorités visibles, les autres. Puisque moi, je suis latino, donc je ne suis pas noir, mais je suis quand même racisé. Puis aussi, j'ai vu un peu les mêmes problèmes sociaux.
avec la communauté, puis on est semblable. Puis sûrement, mes autres confrères des minorités ethniques aussi ont vu les mêmes problèmes pour des racistes systématiques. Puis je trouvais ça beau que les leaders noirs au Québec, ils mentionnent aussi les autres minorités, pas seulement les noirs. Puisqu'aux États-Unis, la symbolique est vraiment plus noire. Si tu n'es pas noir, même tu es latino, tu es un allié. Donc cette notion-là, j'étais comme, au Québec, c'est une cause des minorités ethniques. Donc je trouvais que le Québec était un petit peu plus inclusif, puis plus ouvert au niveau de qui fait partie des communautés racisées. Donc, moi, ça m'excite beaucoup puisque j'étudie en sciences politiques. Donc, c'est vraiment les mouvements sociaux qui tournent autour de ça. Je trouve ça passionnant. Puis la manif à Ottawa, je trouve que c'est vraiment organique puisqu'elle n'est pas vraiment organisée par un groupe, comme exemple la marche d'environnement qui est organisée par les collectifs Climago, qui est un regroupement de plein d'organismes communautaires. Donc, la marche à Ottawa, elle n'est pas encadrée, c'est juste un collectif. Plusieurs personnes vont être là. Donc là, on se demande qui va être là vraiment. Est-ce que ça va bien finir? Puisque comme la marche, elle n'est pas encadrée, ça peut dévier vraiment vite. Donc, je m'inquiète un peu, mais en même temps, je suis positif qu'on va montrer un exemple de pacifisme. Puis, je trouve que c'est notre responsabilité à nous de mettre les visages sur cette manifestation, puis de montrer comment nous, on veut faire la manif, puis de voir s'il y a un comportement aberrant de la part des manifestants, de montrer l'exemple, mais si jamais il y a la brutalité policière, de reculer pour laisser savoir qu'on ne va pas embarquer dans cette violence-là, puis montrer le message des peuples qui est politisé pour montrer encore plus de symbolique. C'est ça que moi, comment j'aperçois. Je vois beaucoup d'espoir dans ces mouvements-là qui va nous faire mener à réfléchir sur d'autres causes comme d'autres causes que je ne vais pas nommer puisqu'on va se centrer sur la question du coup. C'est bon. Je vais juste le dire pour ceux qui vont regarder, la caméra a Simon un peu un problème. Ça se peut que vous voyez plus Simon du reste du podcast. J'ai essayé de me connecter avec mon téléphone, désolé, ce sera pas long, mais au pire, tu checkeras, j'ai envoyé une demande. Je te laisse parler. Parfait. Moi, quand c'est arrivé, sur le coup, j'ai vu la vidéo. Oui, j'étais fâché, mais comme à peur de me répéter, je vais le faire, mais comme Abeza, on va dire depuis toujours, ça arrive. Puis dernièrement, avec la technologie, puis quand je dis dernièrement, je parle comme dernièrement plusieurs années, tu vois, une accumulation d'années. On a vu cette augmentation d'actions négatives. So, quand j'ai vu cela, j'étais un peu déçu, mais je pouvais pas. Comme j'avais le sentiment qu'on allait faire comme les dernières fois où genre, ça arrive, on fait des posts, on est fâché, on fait une manifestation. À cause de ces manifestations-là, les policiers deviennent plus comme stressés, puis là, ils sont un peu comme plus trigger happy, plus violents parce que, OK, là, on sait que les Noirs sont fâchés après nous, so, il faut qu'on remette le contrôle, il faut qu'on les encadre, puis ça les apporte à être plus violents, puis ça apporte plus de violence de notre part, puis qu'on le veut ou non, dans toutes les sociétés, ça apportait comme un genre de stress qu'on devait aborder, mais que, contrairement aux autres fois, c'était OK, les personnes ne voulaient pas trop en parler parce qu'ils savaient que c'était un sujet sensible. So, j'avais le sentiment que c'est là qu'on s'en allait encore. Que toute la semaine, j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu, puis comme pour mieux comprendre la situation. Puis je l'ai vu se développer, mais je pense pas que ça m'a frappé avant. Aujourd'hui, on est jeudi le 4. Je pense pas que ça m'a frappé avant hier. Le mercredi 3, je regardais des vidéos sur comme surtout des personnes noires, des personnes qui sont pas noires sur la violence policière, sur des speeches de Black Empowerment comme pour promouvoir la culture noire, en fait. Puis chaque speech, chaque vidéo que je regardais, je vais pas vous mentir, je pleurais, genre. Puis j'ai réalisé que comme c'était plus sérieux qu'on pensait, puis que comme ces genres de blessures qui est là, puis qui est difficile à parler, puis le fait que maintenant,
en tant que société, on décide d'en parler puis de juste pas laisser cette tension qui build up puis juste ça arrive jusqu'au max puis là on fait comme OK, on doit continuer notre vie normale puis laisser la tension diminuer. Là, la tension est en haut puis tout le monde se rend jusqu'à cette tension puis veut la faire disparaître, mais la faire disparaître avec la compréhension, avec la communication. C'est un peu ça qu'on veut atteindre. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce podcast. On vous donne notre opinion, puis pour le reste du podcast, on va un peu vous expliquer des termes puis des choses, puis continuer à donner notre opinion pour que vous compreniez, pour pouvoir parler avec vos amis, parce que on ne devrait pas avoir peur de parler de ça parce que c'est dans notre société, puis on l'a remarqué avec tout ça. Que plus on en parle, moins le geste va être fait. So, c'est un peu comme ça que je me suis senti. So, maintenant, mon but, c'est plus de partager mon point de vue, puis d'essayer de faire comprendre les gens que comme il faut changer, puis pourquoi c'est pas juste d'agir de cette façon-là. So, on a un peu fait le tour de nos points de vue individuels, puis je pense qu'on devrait aller pour expliquer aux jeunes les concepts qui sont un peu entourés à ça, puis genre expérience personnelle, vie et tout ça. So, quand je parle, je veux dire, on peut commencer avec leur faire une définition un peu de nous-mêmes, de nous quatre, qu'on mettrait exemple tout de suite sur c'est quoi du racisme systématique, plus simplifié pour les jeunes versus ce qu'est le racisme. J'aime pas dire normal parce que ça sonne comme si genre c'est correct de le faire, mais genre un Le racisme traditionnellement, là, comme quand on entend parler de racisme depuis toujours. Yeah, comme puis il y en aura d'autres choses, genre micro-agression, puis le profilage racial. Genre. On peut aussi leur expliquer un peu c'est quoi tout ça. So yeah, je vais aller quick avec le racisme traditionnel parce que c'est le plus simple à expliquer. Quand on parle racisme traditionnel, on parle plus de comme un classique de juste telle personne a dit à telle personne que tu es de telle ethnie, puis tu as attaqué à propos de ton ethnie, soit ta couleur, soit un stéréotype à propos de ta culture ou quoi que ce soit, puis juste te le dire directement. Je ne vais pas en dire parce que ça va promouvoir ce type de choses-là, so on va éviter ça. Mais ça, c'est un racisme plus traditionnel puis plus direct qui est encore présent, mais qui a un peu perdu sa présence dans les rues, je dirais. Pas sur les réseaux sociaux, tu peux encore en trouver, c'est plus facile. Comme Brandon a dit, il y a genre ce masque de comme je suis derrière mon ordi, je peux écrire n'importe quel nom, on va pas savoir qui je suis. Puis oui, il y en a dans tous les jours, oui, ça m'est arrivé. Puis ça, c'est arrivé à d'autres personnes que comme ça les touche. Puis que comme on a été direct avec eux, so, c'est présent, mais on est plus en présence d'un nouveau truc qui s'appelle le racisme systématique. Puis Javier a levé la main sur comme. C'est quelque chose. Moi, je veux juste ajouter un petit peu plus à ce qui est le racisme traditionnel, comme ce qu'on parle comme notion ici. C'est plus le racisme qui est affiché vraiment sur les sphères publiques, donc entre nous, puis qui ça fait référence à un comportement ancien, genre dans les temps de la ségrégation ou dans les temps colonial, où on se sent, où il y a la supériorité lorsqu'on parle de ces comportements-là. Ça fait des références vraiment clichés du blanc supérieur aux noirs, aux communautés ethniques différentes. Ça fait vraiment référence à je suis meilleur que toi, c'est pour ça que je te dis ce genre de choses-là. Ou genre j'appartiens par ma couleur de peau à une telle catégorie. C'est vraiment des arguments du mouvement suprémaciste blanc. C'est le genre de mouvement qui ça fait référence à des groupes qu'on ne va pas nommer non plus parce que c'est comme juste les propager. Mais je voulais juste ajouter ça dans notre compréhension de c'est quoi ce racisme-là. OK. Sinon, le racisme systématique,
Y a-t-il quelqu'un qui veut y aller ou... Ben, moi, ça ne me dérange pas de m'aventurer sur ce sujet. La grosse différence, je dirais, entre ce qu'on parle de racisme traditionnel puis le racisme qui est systémique, systématique, c'est que le racisme traditionnel, il est plus facilement dénonçable parce qu'il est un peu agressif, on le voit, puis c'est ça qui est ça, c'est physique, on le dénonce, c'est fait. Et aujourd'hui, en société, c'est moins bien vu. Donc, c'est ce qui explique que c'est moins ça qui est frappant. Le racisme systémique, c'est un peu plus inconscient. Par exemple, on a parlé tantôt de, des personnes noires qui se font éduquer à avoir un processus quand on se fait arrêter. Comme juste, ça, c'est un exemple vraiment concret. Moi, mes parents se sont jamais assis avec moi le soir pour me dire si tu te fais arrêter par la police, voici étape 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, c'est une différence flagrante. C'est ça du systémisme. On n'est pas raciste, mais la société est faite en sorte que moi, en tant que personne blanche qui vient d'une famille de son pays d'accueil, ben, j'ai pas besoin d'avoir une préparation ou d'avoir une façon différente de me faire approcher par l'autorité. Ça ramène à la notion de privilège qu'on a parlé tantôt avec Aviard. Les privilèges, c'est des choses qu'on a à la naissance dues à notre origine. Donc, ça, c'est un privilège que j'ai en tant que personne blanche. C'est quand probablement, j'ai moins de chances de me faire arrêter par la police. Puis, j'ai pas besoin de, j'ai moins tendance à me faire accuser d'avoir fait quelque chose de mal. Mais le policier qui fait cette action-là n'est pas conscient d'être raciste dans la façon que ça se fait. C'est juste que la façon que la société est faite, ils vont être amenés à agir d'une telle façon. Ça, c'est un exemple de base un peu de ce que c'est. C'est dans les structures, c'est dans les structures comme où il y a de l'autorité, c'est beaucoup des Blancs qui sont déjà en contrôle. Tu regardes les chefs de police, tu regardes juste le gouvernement au Québec, on est une province qui a beaucoup, beaucoup d'immigration de partout à travers le monde. Au pouvoir, tu regardes les premiers ministres, c'est tout pas mal des personnes blanches. On a la première femme racisée qui est rentrée à la tête d'un parti politique au Québec avec le Parti libéral, que ça s'est fait il y a quelques mois. Là. Fait, je veux dire, c'est tout un peu plus sournois. Ça ne veut pas dire qu'on est sur la place publique, on se prononce comme une province raciste, ce que je pense pas qu'il est le cas. Mais le fait que les personnes racisées sont sous-représentées dans des milieux plus élevés dans la société, comme dans la politique, par exemple, ou seulement à la télé, ben, c'est ça, un peu le racisme systémique. C'est dans toute la structure, la place que les personnes racisées vont occuper va être pas la même que les personnes blanches. C'était-tu clair ou c'était trop de mots? Si je peux rajouter un peu, comme moi, je trouve que la différence entre les deux, c'est vraiment le fait que le racisme traditionnel, peu importe qui est autour de toi, tu peux dire ça, c'était du racisme. Alors que le racisme systémique, ça va être un petit peu plus dissimulé. Puis, je pense que c'est la personne qui est racisée, la personne qui est victime de ce type de racisme, c'est lui qui va vraiment le sentir. Et la personne qui le fait ou les personnes autour, ils ne vont pas avoir tendance à dire c'est du racisme parce que pour eux, c'est quelque chose qui est normal. Comme Simon a dit, c'est dans la société, c'est quelque chose qui a tendance à être normal. Donc, les gens ne vont pas se rendre compte que ça, c'est du racisme, alors que le racisme traditionnel, les gens peuvent, n'importe qui, tu peux dire, OK, ça, c'est du racisme. Je pense que c'est vraiment ça la différence entre les deux. Yes. C'est mieux. Yeah. Mais les deux, c'est bon. Comme un petit genre retour en arrière de un peu comment c'est venu. Je vais essayer de le faire genre pour que ça reste concis puis comprenable. On retourne à l'esclavage. Il y a l'abolition de l'esclavage, mais dans les sociétés, il y a les personnes qui étaient au pouvoir, comme on a dit, c'est beaucoup de blancs ou de personnes non racisées. Ces personnes non racisées-là voulaient maintenir le pouvoir. Puis pour maintenir le pouvoir sans nécessairement directement dire
on vous enlève vos droits. Ils ont mis en place ils ont mis en place des règles un peu dans les systèmes, autant les banques, l'éducation, la recherche d'emploi, la police. Ils ont mis des petits systèmes qui ont été mis depuis le début, qui sont restés depuis toutes ces années, qui font en sorte que ça a l'air d'être normal parce que ça a comme toujours été là, mais ça a été mis par exprès. Puis un exemple qu'il y a je vais prendre les États-Unis parce que c'est l'endroit où comme, on parle le plus, puis il y a beaucoup d'informations qui ressortent. Il y a des zones, ils avaient un truc qu'ils appelaient comme les zones rouges, red line, puis c'était des zones que comme c'était moins favorable d'investir dedans et des trucs comme ça. Ils ont mis plusieurs personnes racisées dans ces zones-là. Puis ces zones-là, c'était des zones, si tu viens demander de l'argent pour la banque, puis la banque remarque que tu es dans ces zones-là, on ne va pas te donner cet argent parce que c'est une zone considérée à ne pas investir. Puis sur le coup, tu es comme, ah, ben c'est la zone, mais genre, tu as mis des personnes dans cette zone-là. Toutes les personnes qui sont là sont en désavantage quand ils vont chercher de l'argent pour acheter une maison. Puis ça fait en sorte que si tu n'investis pas dans cette zone, ben, l'école qui est dans la zone, il n'y a pas beaucoup d'investissement, l'éducation est plus difficile. Puis c'est juste une accumulation de choses qui revient un peu à ce qu'Abiz a dit, que si tu n'es pas racisé, tu as de la difficulté à remarquer que l'action qui a été faite, c'est à cause que tu étais d'une ethnie différente ou quoi que ce soit. Tu rentres à une entrevue de travail, puis comme il y a des entrevues, c'est sûr, tu rentres, puis comme ça va super bien, puis il y a d'autres entrevues, tu rentres, mais tu sens qu'il y a genre un... C'est juste quelque chose que tu sais, puis tu le sens qu'il y a comme un malaise dans la salle, puis que genre... Mais tu veux pas mal faire l'entrevue pour pas avoir l'emploi, tu vois? Comme tu es là parce que tu as besoin de la job. Tu fais quand même l'entrevue, mais tu as ce sentiment que comme, peu importe ce que je vais te dire, je vais sûrement pas avoir l'emploi. Puis comme, mais tu fais quand même l'entrevue. Puis là, tu ressors de là en mode comme, OK, c'est fini. Genre, we good. T'as eu un stress, puis c'était pas un stress de performance, c'était un stress de comme, t'as ce sentiment de je devrais pas être ici. Puis c'est le genre de choses que comme le racisme systémique fait parce que dès que tu rentres dans un système éducation, banque ou la police, t'as comme un stress qui rentre en toi de genre, il faut que je marche sur des œufs pour passer mon idée, sinon on va un peu me refuser là. Ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis